Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 17 octobre dans lequel je vous propose un reportage réalisé à Hualien sur le travail des volontaires venus proposer leur service dans la commune de Guangfu après l'inondation survenue le 23 septembre dernier. Les fortes pluies apportées par le typhon Ragasa ont provoqué des glissements de terrain qui ont fait déborder le lac de barrage de Fata'an, déversant une grande quantité d'eau chargée de boue dans la commune située en aval du lac. Le bilan fait pour l'instant état de 19 morts et de 5 personnes toujours portées disparues, tandis que de nombreux habitants ont vu leurs maisons détruites ou rendues inhabitables par l'inondation. Je suis allée sur place 10 jours après la catastrophe pour voir comment s'organisait l'action des bénévoles sur place, qui a bénéficié d'une couverture médiatique particulièrement importante à Taïwan et suscité une vive émotion au sein de la société taïwanaise. Cette couverture médiatique, mais aussi les témoignages de volontaires sur les réseaux sociaux ont sans doute contribué à la vague de mobilisation de Taïwanais et de ressortissants étrangers venus des 4 coins du pays pour participer aux opérations de nettoyage. La compagnie de chemin de fer a recensé plus de 350 000 personnes qui sont passées par la gare de Guangfu au cours des 12 jours qui ont suivi la catastrophe. J'ai passé le premier jour dans la ville de Guangfu elle-même qui regroupe la plus grande concentration de volontaires. Ce qui frappe une fois arrivé à la gare de Guangfu, c'est cette organisation un peu anarchique, chaotique et exclusivement civile des bénévoles. L'organisation bouddhiste Tzu Chi, qui a une expérience robuste de la distribution d'aide et de la logistique humanitaire, a installé une cuisine végétarienne pour nourrir gratuitement les volontaires sur la place de la gare. On trouve aussi des bénévoles qui organisent la gestion des bottes de pluie laissées par les bénévoles déjà repartis, des bottes qui sont laissées sur place puis triées par taille pour les nouveaux arrivants. Il y avait même un stand de massage gratuit pour les volontaires fatigués de leur journée de travail. L'organisation Tzu Chi est la principale organisation qui répartit de manière organisée des volontaires en fonction des besoins dans la ville. Les bénévoles qui arrivent après 9 h du matin ou qui ne souhaitent pas attendre vont d'eux-mêmes dans la ville pour chercher du travail à faire au hasard des rues ou en suivant les indications données par d'autres volontaires sur des groupes Line ou Facebook où des annonces sont postées par des volontaires déjà sur place. À environ 40 minutes de marche de la gare de Guangfu, dans une des zones les plus durement touchées et recouverte par endroits de 2 mètres d'une boue épaisse, une armée de volontaires était en train de déblayer une route, ou plutôt d'en abaisser le niveau, pour que les petites pelleteuses puissent venir prendre le relais. Le nombre de volontaires sur ce site a atteint à vue d'œil et à une des heures les plus chaudes de la journée, les 300 personnes environ. On a commencé à creuser entre 10 h et 11 h du matin. On a marché presque 1 heure avant de trouver du travail à faire. On a avancé de 8 mètres environ. Vous pouvez voir la marque noire là. Mais il y a encore du monde qui travaille dur derrière. Notre objectif d'aujourd'hui est de faire 20 mètres. Nous faisons de notre mieux. Le deuxième jour, je me suis rendue dans le village autochtone de Taibalang, également dans la commune de Guangfu, mais de l'autre côté de la rivière Guangfu, à 8 minutes de voiture, mais à 45 minutes, voire 1 heure à pied de la gare de Guangfu. Dans ce village, c'est l'église presbytérienne de Taibalang qui organise le plus gros de l'aide sur place, avec un centre d'urgence situé en face de l'église. L'appartement du pasteur a été réaménagé pour accueillir les habitants et les volontaires, et l'église organise aussi l'accueil temporaire, mais qui pourrait bien durer plusieurs mois, des habitants dont les maisons sont sinistrées. À Taibalang, les bénévoles sont beaucoup moins nombreux et sont répartis selon 3 tâches principales, le travail de déblaiement et de nettoyage de la boue dans les différentes parties du village, la gestion de l'aide et notamment des produits de première nécessité et la préparation des repas pour les habitants et les volontaires. Koulas, un jeune homme amis dans la trentaine, vient de l'église presbytérienne de Muzhen à Taoyuan, était arrivé à Guangfu il y a 4 jours pour aider l'église de Taibalang dans la gestion et la répartition des ressources de première nécessité qui sont distribuées aux habitants. Sa maîtrise de la langue amis est la bienvenue dans cette commune rurale peuplée de nombreux autochtones amis et facilite donc le contact et la proximité avec les familles sinistrées. Je suis venu pour aider l'église de Taibalang et en particulier dans la gestion et la répartition des ressources de première nécessité qui sont distribuées aux habitants. On reçoit de l'aide, on trie, on organise, puis on distribue. Il y a vraiment beaucoup de catégories d'objets ou de produits, donc on a besoin de personnes formées pour organiser tout ça.
Je pense qu'on va continuer à recevoir beaucoup d'aide et qu'on va continuer à avoir besoin de personnes pour nous aider. C'est surtout le pasteur qui organise et centralise la gestion des bénévoles. Les volontaires qui viennent sont tous les jours différents et on doit les briefer le matin avant de répartir les tâches. J'ai accompagné Koulas et une poignée d'autres volontaires dans la tournée du matin à travers différents villages et hameaux des environs pour rendre visite aux habitants les plus isolés et proposer de l'aide en fonction des besoins. Bonjour, nous sommes l'équipe de l'église de Tai Pa Lang. On vient distribuer quelques produits de base. Je vais d'abord vous demander le numéro de la maison et votre nom, votre numéro de téléphone. Votre maison est déjà toute nettoyée ? Oui, la maison est nettoyée. Vous avez encore besoin d'aide ici ? Le plus gros est fait et on s'en charge. La construction ici est aussi à nous. C'est surtout nos champs qui sont recouverts de boue et c'est impossible à enlever. Il va falloir le faire, mais ça va prendre du temps. Ici, la couche n'est pas très épaisse, mais là-bas, du côté des bananiers, c'est très épais et on ne peut pas y marcher. L'eau est arrivée jusqu'ici et s'est ensuite retirée progressivement. Des soldats sont venus nous aider, mais il faut d'abord attendre que ça sèche car c'est encore trop épais. Ça arrive jusqu'aux genoux. Madame Chan et son mari ont 0,7 hectares de plants de bananiers dont la récolte est malheureusement perdue pour cette année. Ça va, ici on a plutôt été épargnés. À côté, c'est plus grave. Du coup, on n'ose pas aller déclarer nos pertes. Mais non, on ne va pas pouvoir faire la récolte. Les plants meurent les uns après les autres, sans doute parce que leurs racines sont complètement étouffées. Ils vont mourir petit à petit, on ne peut rien faire. L'autre jour, ils ont trouvé un corps là-bas dans les champs. J'ai amené les 2 chiens pour les aider à trouver le corps. Il y a beaucoup de bois flotté de ce côté, des déchets qui ont été amenés par l'inondation. C'est pour ça que le corps était coincé là-bas. Nous nous sommes ensuite arrêtés chez des voisins de Madame Chan pour faire le point sur la situation et sur leurs éventuels besoins. On va avoir besoin de couvertures et d'oreillers. Et je pense que les personnes âgées vont avoir besoin de distributeurs d'eau potable. D'accord, mais les produits électroménagers, notamment les cuiseurs à riz, vont arriver plus tard. Pour l'instant, nous avons des jerrycans avec un petit robinet. Et sinon, vous arrivez à dormir ? On ne dort pas bien. On tourne sans cesse parce qu'on a peur que l'eau revienne à tout moment. On dort à l'église. Le jour de l'inondation, ma mère était à la maison. L'eau était déjà là lorsqu'on est venu la chercher pour l'amener à l'église. Elle a 86 ans, mais on a peur des prochains typhons. Oui, c'est sûr, mais la vie avant tout. Toutes ces choses peuvent être rachetées. Ce n'est pas si important. Notre camion s'est ensuite arrêté dans le petit village d'Atomo, qui est situé sur le bord de la rivière, face à la montagne. C'est un village qui a été frappé de plein fouet par l'inondation et où d'innombrables déchets chargés par l'eau et la boue se sont accumulés. Du petit temple rouge situé à côté de la rivière, il ne reste qu'une partie de 3 pans de mur et un toit que l'on aperçoit un peu plus loin dans la boue. À 200 mètres de la rue principale se trouve une petite digue du haut de laquelle on peut contempler le bras de la rivière et les montagnes où se cache le fameux lac de Fata'an. Koulas, dont ce n'est pas la première visite à Atomo, m'explique un peu la situation sur place. Là-bas, on peut voir la montagne où se trouve le lac de Fata'an. Lorsqu'il a commencé à déborder, l'eau est descendue et s'est déversée jusque dans la commune. Ici, on est au niveau du bras de la rivière, dont l'eau a continué jusqu'ici en passant par-dessus la digue. Des habitants ont dit que l'eau était tellement haute qu'on aurait dit une vague de tsunami. Ils étaient vraiment terrifiés. Ils disent aussi qu'ici, il n'y a eu aucune alerte pour évacuer. Il y a un habitant qui a été emporté par l'eau et projeté dans un arbre. Il s'y est accroché et n'est descendu que lorsque l'eau s'est retirée.
Il a expliqué qu'il n'arrivait pas à dormir parce qu'il a tout le temps l'impression qu'une inondation va arriver d'un moment à l'autre. Le village d'Atomo est vraiment une des zones les plus touchées. Même si le village d'Atomo est très loin de la gare, on y trouve quelques bénévoles venus aider les habitants à nettoyer et à réhabiliter leur maison. On écoute tout de suite une habitante d'Atomo dont la maison est située à seulement 200 mètres de la digue. On est en train de plâtrer le mur avant de peindre. Il y a des bénévoles qui sont venus de Taoyuan. C'est un voisin qui les a mis en contact avec moi. Il va falloir du temps avant que je puisse déménager. Pour l'instant, j'habite chez mes parents, dans le village d'à côté. L'eau est montée jusqu'au plafond. Ce jour-là, j'étais dans le nord, mais il y avait mon beau-père qui a 91 ans et un oncle. Le grand-père ne voulait pas évacuer lorsque l'armée est venue, mais heureusement que mon oncle était là pour le pousser à partir. Non loin de là se trouvait la maison de Faki, nom respectueux donné par les autochtones Amis aux hommes d'un certain âge. J'habite à Atomo, un village qui a été frappé de plein fouet par l'inondation. J'ai tout perdu et je ne sais pas comment je vais vivre après ça. Il va falloir tout replanifier. Je travaille dans la construction et mon camion et ma pelleteuse qu'on a vu dans mon jardin sont totalement inutilisables. J'ai utilisé ce camion pendant 30 ans et j'ai failli le vendre le mois dernier, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Au niveau d'éventuelles subventions ou compensations, nous n'avons pas encore d'informations du gouvernement. Il va falloir attendre. Les maisons sont très fragilisées et fissurées. On a peur d'y habiter et qu'elles ne tiennent pas lors de futurs typhons ou tremblements de terre. Il va peut-être falloir reconstruire. Pour l'instant, j'habite à l'église et je ne sais pas pour combien de temps. On va voir comment l'église organise ça. Aujourd'hui, l'action des bénévoles continue à Guangfu, mais leur présence sur place fait l'objet de débats. Le gouvernement et l'armée estimant que ce flux incontrôlé de volontaires inexpérimentés pose des risques sanitaires pour les bénévoles eux-mêmes et risque d'exercer une pression sur les ressources locales dans cette région déjà sinistrée. L'ex-ministre de l'Intérieur Li Hongyuan a appelé à la prudence et à restreindre l'accès aux volontaires issus de la société civile pour que l'armée puisse pleinement prendre le relais. Et le gouvernement a d'ailleurs annoncé cette semaine que l'accès à la zone sinistrée serait interdit aux volontaires à partir de samedi, en prévision du possible passage d'un typhon ce week-end. Notons qu'un volontaire originaire de Taoyuan est venu aider sur place avec sa pelleteuse et décédé la semaine dernière d'une septicémie suite à une plaie infectée. Des bénévoles qui se sont rendus à Guangfu se sont aussi plaints du trop grand nombre de volontaires sur place, racontant qu'ils s'étaient parfois sentis inutiles. Mais la mobilisation de tous ces bénévoles inexpérimentés a aussi suscité un débat au sein de la société taïwanaise, certains estimant que la réponse des autorités était insuffisante pour un pays développé comme Taïwan, tout en saluant l'aide salutaire de ces volontaires. Toujours est-il que si un certain nombre de bénévoles est toujours nécessaire à Guangfu, mieux vaut, avant de s'y rendre, contacter les autorités locales, l'organisation Tsedi par exemple, ou encore l'église de Taibalang, pour s'informer des besoins réels sur place, demander si de la main-d'œuvre supplémentaire est nécessaire et ainsi planifier son séjour avec des tâches prévues à l'avance, ce afin d'optimiser le travail des organisations et d'éviter de se sentir inutile une fois sur place.